Bien, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la nouvelle formule du bilan pédagogique et financier, donc le BPF 2020. Donc je suis ravie de vous accueillir à mon domicile pour animer ce webinaire. Donc je suis Valérie Michelet, je suis juriste senior à Centre Info et nous allons donc passer 45 minutes sur le sujet donc du BPF 2020. En revanche, pour économiser de la bande passante, je vais me permettre de couper la caméra. Donc, je vais juste vous accueillir tous. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés, bien sûr, techniques, à en faire part à l'assistant de Bikeo. J'espère que tout le monde m'entend clairement. En revanche, assez rapidement, je vais couper la caméra. Donc, vous pourrez très classiquement, comme à chaque fois que nous avons organisé à Centre Info un webinaire, vous pourrez télécharger le diaporama que je vous présente aujourd'hui. Nous allons donc passer 45 minutes ensemble, 30 minutes sur... on va essayer de pointer du doigt les nouveautés du BPF 2020. Donc, il ne s'agit pas là d'un accompagnement au montage ou au renseignement du BPF, mais bien de cibler, de faire un zoom sur les nouveautés, de comprendre pourquoi ces nouveautés étaient nécessaires et bien sûr en quoi elles impactent l'organisme de formation, puisqu'il va devoir peut-être fournir des informations qu'il n'avait pas eu l'habitude de traiter de cette manière-là dans les BPF précédents. Puis nous aurons entre 10 et 15 minutes de réponses, donc, enfin de questions, donc de réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, premier point, pourquoi renseigner le bilan pédagogique et financier? Pourquoi un BPF? Donc, le BPF, je vous rappelle, est une obligation réglementaire. L'entrée dans le marché de la formation professionnelle est libre en France, mais lorsqu'on a son numéro de déclaration d'activité, l'on devient dispensateur de formation et l'on doit respecter un certain nombre d'obligations de nature financière et comptable, au titre desquelles donc le bilan pédagogique et financier. Donc le bilan pédagogique et financier concerne tous les prestataires de développement, enfin d'action de développement des compétences. Donc bien sûr, un petit point sur qui sont ces prestataires. Donc quand je dis vraiment tous les prestataires, c'est quelle que soit la nature juridique de votre organisme, que vous soyez une association donc dans le secteur marchand ou dans le secteur non marchand, ou donc une société, mais aussi que vous ayez le statut privé ou public, pour les nommer les Greta ou les organismes de formation liés à une université ont l'obligation de renseigner le BPF. Et peu importe aussi pour cette obligation que la structure, que l'organisme exerce à titre principal et unique ou bien à titre accessoire cette activité de formation. Vous êtes titulaire d'un numéro de déclaration d'activité, vous avez l'obligation de renseigner une fois par an le BPF. Alors, cette année, cette obligation de renseignement a été décalée au 30 juin. Pour remplir votre obligation, vous devez vous rendre sur un site que je vous présenterai tout à l'heure, mais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Il n'y a pas d'obligation de renvoyer, enfin il n'y a plus la possibilité même, on va être plus clair, de renvoyer en version papier ou d'envoyer quelques documents que ce soit à votre direct. Tout se passe de manière dématérialisée. Maintenant, il est peut-être nécessaire, parce que c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, il est peut-être nécessaire de faire un petit point sur l'apprentissage, donc la question du CFA. Puisque là, nous sommes sur le BPF 2020, nous sommes donc sur l'activité que le prestataire a développée en 2019. Donc, en 2019, nous avions plusieurs types de CFA. Nous avons ce que nous, à Centre Info, on appelle le CFA historique, c'est-à-dire dont l'activité d'apprentissage
a été financé sur l'année 2019 dans le cadre d'une convention signée avec la région. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans ce cas-là dans l'obligation de renseigner le BPF. Vous ne pourriez pas raccrocher vos actions au financement que je vous présentais tout à l'heure, qui est bien sûr le financement OPCO. En revanche, l'organisme, le CFA qui se serait créé après l'entrée en application de la loi Avenir Professionnel, excusez-moi, et qui a développé sur l'année 2019 cette activité d'apprentissage, est dans l'obligation de remplir dès cette année le BPF et de faire mention de l'apprentissage. Donc, bien distinguer votre situation selon que vous existiez à la date d'entrée en application de la loi Avenir Professionnel ou que vous avez développé une activité d'apprentissage après cette date. Donc, ça va déterminer votre obligation sur le point apprentissage de renseigner le BPF. Le BPF est donc une obligation, l'entrée dans le marché est libre, mais c'est une obligation, et qui dit obligation dit système de sanctions. Si vous ne remplissez pas votre BPF, il y a plusieurs sanctions possibles. Il y a d'abord une sanction administrative, puisque votre déclaration d'activité, quelque part, tombe, elle devient caduque, vous n'êtes plus en capacité de délivrer des formations, vous n'êtes plus un organisme de formation. Donc ça, c'est très important, bien évidemment. Mais il y a aussi, même si elles sont pas nécessairement très souvent prononcées, il y a aussi la possibilité, dans l'arsenal juridique, de sanctions pénales, puisque c'est une amende de 4 500 € auquel vous vous exposeriez en tant qu'organisme de formation pour avoir continué à faire de la formation sans avoir renseigné votre BPF. Donc, le BPF... donc, ce sont bien sûr des obligations, enfin, c'est une obligation annuelle, mais pour comprendre pourquoi on demande à l'organisme de formation de se tenir à cette obligation, essentiellement parce que, comme vous le savez, bien évidemment, en tant qu'OF, le marché de la formation professionnelle est encore très fortement, bien sûr, impacté par des fonds publics et des fonds mutualisés. Ces fonds publics et mutualisés, en tout cas pour les fonds mutualisés, renvoient clairement à une obligation, enfin des contributions fiscales. Donc, il faut pouvoir avoir un contrôle de l'utilisation de ces fonds. Et c'est vrai que le BPF est l'outil de contrôle administratif et financier d'un dispensateur de formation que la directe, en cas de contrôle, donc le service régional de contrôle, pourrait effectivement utiliser pour venir faire un contrôle au sein de l'OF. Donc, j'attirerai votre attention sur quelques lignes du BPF qui peuvent attirer l'attention de la directe. Voilà. C'est aussi, le BPF, un outil d'analyse du marché français de la formation professionnelle qui va être exploité par la DARES. Donc la DARES, c'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques au ministère du Travail. Et donc c'est important aussi de bien se poser les bonnes questions et de le remplir, de le renseigner correctement, parce que il permet d'avoir une photographie du marché de la formation professionnelle. Voilà. Donc, première importance, c'est que, sans préjuger des questions de fraude, bien évidemment, il faut que votre BPF soit le reflet exact de ce que vous êtes en tant qu'organisme de formation. Et pourquoi nous avons besoin que le BPF soit ce reflet exact? Pour avoir une meilleure connaissance du marché de la formation professionnelle. Alors, ce n'est pas tout à fait tout. On va dire que ça, ce sont les enjeux classique du BPF, classique au sens ancien. Il y a, depuis la loi Avenir Professionnel, d'autres enjeux, et notamment l'enjeu majeur du BPF, ça va être Calliope. Alors, Calliope, je ne vais pas vous rappeler, je ne vais pas faire trop de grandes analyses sur la question. Calliope, c'est donc la certification nationale unique que devra posséder un organisme de formation ou un CFA au 1er janvier 2022, dès lors que l'organisme de formation, pour le CFA c'est une obligation, dès lors que l'organisme de formation souhaite accéder au fameux fonds public, soit parce que vous travaillez avec une région, vous avez répondu à un appel d'offres, parce que vous travaillez avec Pôle emploi,
ou que vous avez aussi bénéficié de financement de la GFIP par exemple, ou les fonds mutualisés. Donc sur les fonds mutualisés, bien évidemment, il s'agit de toute la panoplie des organismes gestionnaires, donc les OPCO, les associations Transition Pro, la Caisse des dépôts et consignations, mais aussi, bien qu'on ne soit pas sur des fonds mutualisés, à terme sans doute, les fonds d'assurance formation. Donc, Calliope, si vous êtes un organisme de formation qui souhaitait accéder à ces fonds publics ou mutualisés, est une obligation au 1er janvier 2022. Or, les textes réglementaires qui fixent les règles du jeu en la matière et notamment en matière d'audit précisent bien que l'organisme certificateur que vous aurez choisi a quelques documents qu'il peut exiger de vous en tant qu'organisme certificateur, organisme de formation. Et parmi ces pièces, il y a le dernier bilan pédagogique et financier disponible. Donc, pourquoi? Eh bien, parce que il y a quelques informations extrêmement importantes pour le certificateur sur ce document. Il y a votre chiffre d'affaires et il y a la nature des actions de formation professionnelle. Et comme vous le savez, au chiffre d'affaires et à la nature des actions de formation professionnelle que vous développez, va répondre à un nombre de jours d'audit. Donc, il est impératif que votre BPF soit l'exact reflet en chiffre d'affaires et en activité de votre organisme de formation. Bien sûr, ça, c'est une obligation en une fois. Le BPF, c'est un accès uniquement et 100% dématérialisé. N'envoyez aucun document papier. Vous faites vous renseignez votre BPF en ligne. Vous avez la possibilité de voir vos BPF précédents et de télécharger le BPF que vous venez juste de renseigner. Je passe rapidement sur ce point. Alors, quelles sont les évolutions du BPF? Vous êtes là pour ça. Quelles sont les évolutions du BPF 2020? Plusieurs évolutions et vous pensez bien que ces évolutions, elles sont liées, bien entendu, à la réforme de la formation professionnelle. Donc, la loi Avenir professionnel, la plupart de ces dispositions, une grande partie de ces dispositions sont entrées en application au 1er janvier 2019, ce qui vous explique pourquoi c'est le BPF 2020 qui est impacté par cette réforme. Et on peut retenir, en fin de compte, trois raisons majeures ou trois points essentiels de la loi qui ont nécessité ces évolutions du BPF. L'apparition de nouveaux dispositifs de formation, mais aussi de nouveaux financeurs au sens de nouveaux organismes. Le deuxième point, c'est l'entrée de l'apprentissage dans le champ de la formation professionnelle. Bien entendu, c'est sans doute un des bouleversements majeurs. Et peut-être plus à la marge, mais du coup sur lesquels peut-être on pourrait être moins vigilant, mais pour lesquels donc il va falloir être vigilant, des évolutions du système de formation et aussi du système de certification professionnelle. Donc je vais reprendre avec vous tous ces points en les revoyant un à un. Donc, en tant qu'organisme de formation, comme vous le savez, la loi Avenir professionnel a tenté de vous simplifier la vie, puisqu'on est passé de 14 catégories d'actions professionnelles à une catégorisation beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple, puisqu'on a 4 catégories aujourd'hui d'actions professionnelles. On a les actions de formation au sens le plus large possible, puisque au titre des mesures dites actions de formation, vous aurez le contrat pro, vous aurez le plan de développement des compétences, vous aurez le CPF. Ensuite, vous avez les actions d'accompagnement à la validation des acquis d'expérience. Vous avez classiquement aussi les actions de bilan de compétences. Et la nouveauté, effectivement, c'est l'entrée de l'apprentissage dans le champ de la formation professionnelle. Donc, cette nouvelle catégorisation, au-delà du fait qu'elle rend plus lisible et peut-être plus facile de compréhension du système de formation, a un impact premier sur le BPF, on le verra tout à l'heure, c'est que avec les réserves que je vous ai faites au préalable sur quel CFA en 2020 doit renseigner le BPF,
L'apprentissage, c'est bien de la formation initiale, c'est de la formation professionnelle, ce qui vous explique que désormais dans le BPF, il n'est plus fait mention de la formation professionnelle continue. On est dans la formation professionnelle qui prend l'initiale, à savoir l'apprentissage, et les actions de formation continue. Donc, un petit nettoyage a été fait sur le BPF pour prendre en considération l'entrée de l'apprentissage, donc dans le champ de la formation. Le BPF, c'est toujours 2 pages. Une page consacrée au bilan financier, avec une distinction cadre C pour les produits, cadre D pour vos principales charges, et puis la page 2 sur le bilan pédagogique. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'espère que c'est assez net. Notre cadre C. Quelles sont les évolutions du cadre C? Première évolution, pour ceux qui connaissent bien le BPF, nous avions dans ce cadre C 13 lignes. Nous sommes passés de 13 lignes à 11 lignes. Premièrement, on a une suppression qui est la ligne produit perçu des fonds d'assurance formation, c'est-à-dire des organismes qui gèrent et qui collectent les contributions des non-salariés. Cette ligne qui était distincte dans les précédents BPF disparaît au profit d'un autre choix qui a été fait par l'administration, qui est d'avoir une ligne générique qui reprend les produits que vous avez perçus de tous les organismes gestionnaires des fonds de la formation, qu'il s'agisse des organismes paritaires comme les OPCO, comme les associations Transition Pro, des organismes qui ne sont pas paritaires comme la Caisse des dépôts, ce sera plutôt pour l'année 2020, a priori vous n'avez pas perçu de facturation en 2019 de la Caisse des dépôts, et puis de nos fameux fonds d'assurance formation. Ce qui vous explique que dans la ligne 2, vous avez aussi une sous-ligne qui se rajoute, qui sont les dispositifs spécifiques pour les travailleurs non salariés, c'est-à-dire la ligne G. Donc, quand on remplit son BPF et qu'on est face au cadre C, on se saisit de ces factures. Le cadre C, la lecture doit en être simple, c'est qui m'a payé. Surtout, n'essayez pas trop de raisonner en bénéficiaire final. Pas comme ça qu'il faut raisonner. Vous raisonnez par la facture, par qui m'a payé. Si la personne morale ou physique qui vous a payé est une entreprise pour le compte qui a formé ses salariés, vous êtes en ligne 1. Le seul moment où vous allez devoir distinguer les mesures, les dispositifs, c'est quand vous êtes face à une facture qui émane effectivement d'un organisme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle pour des actions de formation. Donc, on les reprend, les 11 OPCO, les structures qui remplaçaient les fonds GESIF et les OPACIF, donc les associations Transition Pro à partir du 1er janvier 2020, ce qui signifie qu'en 2019, c'est toujours les fonds GESIF, vous avez reçu des factures fonds GESIF, et la Caisse des dépôts pour l'année prochaine. On rajoute aussi à partir de cette année les FAF de non-salariés, donc vous pouvez avoir le VVA, le FIFPL par exemple. Autre nouveauté, toujours sur cette ligne 2, l'apparition donc, en premier cadre d'ailleurs, de l'apprentissage. Donc l'apprentissage avec les réserves que je vous ai formulées en début de webinaire. Classiquement, la ligne B, contrat de pro. Nouveauté, puisque c'est un nouveau dispositif, la promotion ou la reconversion par alternance, que nous appelons généralement PROA. Les CIF, parce que vous avez peut-être encore en 2019 eu des financements dans le cadre de congés individuels de formation, mais en 2019, vous pouvez aussi avoir eu, toujours avec facturation fonds GESIF, des formations prises en charge dans le cadre du nouveau dispositif qui remplace le CIF, qui est donc le projet de transition professionnelle, on appelle souvent CPF de transition professionnelle. Le compte personnel de formation, mais en 2019, c'est un financement OPCO. Les dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi, comme par exemple des formations dans le cadre des cofinancements généralement des contrats de sécurisation professionnelle.
nos fameux donc, travailleurs non salariés, et le plan de développement des compétences qui remplace, comme vous le savez, le plan de formation. Donc, sur ce cadre C, déjà, passage de 13 à 11 lignes, parce qu'une ligne est supprimée, c'est celle des fonds d'assurance formation. On l'intègre désormais en ligne 2. Et une autre ligne qui a disparu et qui est donc un petit peu modifiée, c'est que nous avions 2 lignes pour les produits au titre de la formation professionnelle. Désormais, une ligne unique pour les produits liés au titre de la formation professionnelle. Je vous rappelle que c'est une ligne où je vous appelle à la plus grande vigilance. C'est une ligne qui peut, si le montant est trop important, interroger. Il faut absolument que vous, en tant qu'OEF, vous ayez le réflexe suivant. L'argent, le produit financier que je place sur la ligne 11 est-il bien lié à mon activité professionnelle d'organisme dispensateur d'actions de développement des compétences. Donc ça peut être j'ai pris en charge les frais de repas, les frais d'hébergement, les frais de transport, ça rentre dans la ligne 11. J'ai développé un didacticiel, j'ai mis en place je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, un CD-ROM pédagogique, on est dans les ressources pédagogiques, ça rentre dans la ligne 11. Interrogez-vous bien sûr si vous voulez mettre dans la ligne 11 parce que vous vendez des EPI, des équipements de protection individuelle, interrogez-vous sur l'utilisation de ces EPI. Il est toujours difficile de les raccrocher à la ligne donc autres produits de la formation professionnelle lorsque par ailleurs cet EPI peut être utilisé hors formation. Là, vraiment, dans la ligne 11, on souhaite que vous mettiez ce qui est lié à l'activité professionnelle. Donc, voilà pour les changements qui sont liés au niveau dispositif et au niveau financeur. Alors, grosse autre, oula, ça a été trop vite, grande nouveauté aussi, c'est l'approche de la sous-traitance. Donc, l'approche de la sous-traitance complètement bouleversée. Donc, toujours dans la partie cadre C, la ligne 10, on va vous demander de mettre les produits que vous avez reçus parce que vous avez été le sous-traitant d'un autre organisme. C'est vous qui êtes le sous-traitant. Donc, forcément, vous avez conventionné, il y a un contrat de prestation de service, vous avez été rémunéré. Donc, ça, c'est la ligne 10. Voilà. Alors, pourquoi il a fallu revoir un petit peu la sous-traitance? En raison de l'entrée de l'apprentissage dans le champ de la formation professionnelle. Étant entendu que ne vous choquez pas de l'utilisation ou du recours à la terminologie sous-traitance, on entend vraiment la notion au sens très large pour le BPF. C'est dès lors que, effectivement, l'organisme de formation fait appel à un tiers pour les enseignements. Donc, il se trouve que pour les CFA, les modalités de conventionnement sont très larges, comme vous le voyez sur la diapo là, que vous avez devant les yeux. Ça peut être du conventionnement pour créer ce qu'on appelle des UFA, des unités de formation par apprentissage avec un établissement d'enseignement, généralement un EPLE, c'est-à-dire un lycée, où là, du coup, le lycée a la responsabilité pleine et entière de l'intégralité des enseignements. Et puis, le CFA peut souhaiter conventionner pour une partie ou la totalité des enseignements avec toujours un lycée ou un organisme de formation ou une entreprise. Donc, les produits pour le CFA, enfin pour l'organisme de formation de ces conventionnements, lorsque c'est vous qui êtes le sous-traitant, seront sur la ligne C. Voilà. Cette approche de la sous-traitance, on va aussi la retrouver modifiée dans la partie pédagogique, bilan pédagogique. Notamment sur les lignes, enfin les cadres F, F2 et FG. Donc, le cadre F, rappelez-vous, c'est F1, F2, F3, F4. Donc, F1, on vous demande de distinguer des grandes mesures comme l'apprentissage, la formation des salariés, des demandeurs d'emploi et puis une petite ligne un peu voiture-balai autre. Et on vous demande à chaque fois de mettre le nombre de stagiaires et le nombre total d'heures. Retenez que désormais, F1, F3, F4, c'est la totalité des heures de formation et des stagiaires, que vous ayez formé ces derniers vous-même ou que vous ayez fait appel à de la sous-traitance. Ça, c'est donc assez nouveau par rapport à ce qu'on avait. Voilà. Le F2, en revanche, c'est pas mon diapo.
Voilà. Donc ça, c'est le aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, on vous demande en F de mettre toutes les formations que vous avez dispensées, que ce soit vous qui les ayez dispensées directement ou en faisant appel à de la sous-traitance. Et pour faire votre contrôle de cohérence, vous voyez, là, on vous dit bien qu'il faudra vérifier que F1, le total F1, F3 et F4 sont identiques. Le F2, en revanche, le F2, c'est dont les activités que vous avez sous-traitées à un autre OF. Donc, on est dans une logique assez différente du BPF tel qu'on l'a connu jusqu'à présent. Donc, pour faire le contrôle de cohérence, je prends toutes les formations que j'ai dispensées moi-même avec mes formateurs ou que j'ai dispensées en faisant appel à un sous-traitant. Et ça me donne mes lignes F1, F3, F4. Et je tire, j'isole, toujours en nombre de stagiaires et en nombre d'heures formation, l'activité que j'ai sous-traitée. Mais je ne fais que l'isoler. Donc, pour faire votre contrôle de cohérence, il faut que la ligne totale F1, la ligne totale F3, la ligne totale F4 soient identiques. Et bien sûr, qu'il y ait aussi une correspondance avec le cadre financier. J'essaye de... Voilà. Maintenant, puisqu'on l'a vu, le cadre C, dans la partie financière, j'ai parfois perçu des produits parce que c'était moi le sous-traitant. D'accord? Eh bien, sur la partie pédagogique, pour avoir le pendant pédagogique de ma ligne C, c'est-à-dire produit, je me rends sur le G, bilan pédagogique stagiaire dont la formation a été confiée à votre organisme par un autre organisme de formation. Cette fois, l'organisme de formation déclarant, vous êtes le sous-traitant d'un autre OF. Donc, je dois, si vous voulez traiter en cohérence la ligne C10 du cadre financier, doit correspondre en nombre de stagiaires ou d'apprentis, en nombre d'apprenants si vous préférez, ou en nombre total d'heures à ce que vous allez porter dans le bilan pédagogique en ligne G. Voilà pour la sous-traitance. Et vous verrez, même si là, on est en année, bien sûr, de transition par rapport à cette évolution, je pense que on a une lisibilité plus intéressante de ce qu'est la sous-traitance avec le nouveau BPF. Pour terminer, les dernières évolutions du BPF sont des évolutions qui prennent en considération bien les évolutions ou la reconnaissance de nouvelles modalités de formation. Donc, regardez par exemple dans votre cadre F1, on va vous demander d'isoler uniquement bien sûr en nombre de stagiaires puisque on ne va pas avoir d'heures. On va vous demander d'isoler pour l'année 2019, donc BPF 2020, le nombre de stagiaires, enfin d'apprenants qui a suivi toute partie d'une action à distance. Donc là, FOAD. Donc ça, c'est une nouveauté. Et comme je vous l'expliquais, la dernière nouveauté, elle est liée à l'évolution du système, cette fois de certification professionnelle. Alors, le premier point très important, c'est de bien comprendre ce qu'est une certification professionnelle en droit depuis la réforme. Une certification professionnelle, c'est tout ce qui est enregistré au RNCP. C'est un CQP, même s'il n'est pas enregistré au RNCP pour le moment. C'est tout ce qui est au répertoire spécifique. Et c'est tout. Ce qui va en fait assez vite. Par conséquent, si vous formez à la délivrance d'une formation qui aboutit à une remise d'un document qui s'appelle certificat d'aptitude, mais qui n'est pas enregistré au NCP, pas enregistré au répertoire spécifique, vous ne pouvez pas considérer qu'il s'agit d'une certification. C'est bien de la formation, vous avez le droit de délivrer votre petit document qui atteste pour vous d'un certificat, mais dans le BPF, ce sera sur la ligne D, autre formation professionnelle. Le certifiant, au sens du Code du travail, désormais, c'est le RNCP et le répertoire spécifique, avec une particularité pour les CQP pour le moment. Alors justement, parlons-en des CQP. Sur les CQP, une particularité,
Ils peuvent être enregistrés soit au répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, lorsqu'ils visent un métier ou un emploi plein et entier, ou bien au répertoire spécifique. Lorsqu'ils sont enregistrés, enfin, lorsqu'ils existent, les CQP peuvent être enregistrés au RNCP, mais certains ne le sont pas. Donc, il va falloir distinguer, comme vous le voyez dans le BPF, les CQP qui sont enregistrés au RNCP, les CQP qui sont enregistrés au RS, répertoire spécifique, et les CQP qui ne sont pas enregistrés au RNCP. La dernière modification liée aux évolutions législatives, c'est l'adoption en France depuis donc le 1er janvier 2019 d'un nouveau cadre national des certifications professionnelles. Désormais, on a 8 niveaux de qualification, sachant que le niveau 1 est un niveau qui ne correspond pas, qui correspond quelque part au savoir de base, ce qui vous explique que le BPF commence au niveau 2. Puis, on fait niveau 3, 4, 5, 6, le niveau 8 correspondant au doctorat. Donc, il faut que vous ayez repéré, identifié effectivement à quel niveau de certification se trouve votre, la certification à laquelle vos formations préparent. Ah, c'est peut-être intéressant, il va falloir faire un petit effort au niveau... Donc, nous avons terminé cette présentation. Et eh bien, comme on vous l'a promis, on va essayer de répondre à quelques questions. Donc, excusez-moi, du coup, je vais en lire quelques-unes pour voir. Oh, vous êtes très nombreux à poser des questions. Voyons voir. Alors, je regarde en vitesse quelques... Donc, je suis en train de prendre connaissance des questions. J'ai eu la chance d'avoir un collègue qui a fait ce petit travail de tri. Par exemple, une question, donc les CFA historiques. Donc, on est d'accord, le CFA historique, c'est le CFA qui existait déjà en septembre 2018 et qui, du coup, avait un financement de type convention régionale. Donc, la question est la suivante. Les CFA historiques ont-ils l'obligation de déclarer leur formation hors apprentissage? On est clair que là, on est sur l'apprentissage. Donc, le CFA historique, si en 2019, vous étiez encore sur convention régionale, pas d'obligation. En revanche, peut se poser la question pour ce CFA historique, encore que juridiquement, il a jusqu'au 1er janvier 2022. Vous avez pu, comme vous le savez, la loi autorisait les CFA historiques à, dès 2019, à étendre leur offre de formation, c'est-à-dire que la région leur avait octroyé une capacité de, je ne sais pas, 16 places d'apprentis. Ils finançaient donc la région 16 apprentis et vous avez décidé d'étendre votre offre en étant CFA historique en prenant un 17e apprenti, un 18e, un 19e. Ce 18e, 19e ou 20e apprenti, effectivement, c'est en principe un financement OPCO. Et du coup, comme c'est un financement OPCO, vous pourriez effectivement renseigner avec ces données le BPF. En revanche, hors apprentissage, non. Hein, même si vous êtes CFA historique, ça n'émarge pas au BPF. Donc, j'essaye de voir s'il y a d'autres questions. Alors, quid, me demande quelqu'un, quid quand la facture à l'entreprise est règlement fait par l'OPCO? Il faut suivre la facture. Donc, après, j'ai presque envie de vous demander si c'est s'il y a eu Subro, je pense qu'il faut le mettre effectivement en ligne 2. Il faut réserver donc la ligne 2, puis après, vous allez devoir distinguer si c'est du plan de développement des compétences, si c'était du contrat de pro, si c'était de la proa, etc., ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais à partir du moment où il y a intervention d'un organisme tiers, vous le mettez en ligne 2. Quelque part, votre ligne 1, c'est les fonds propres, hein, la facture sur les fonds propres de l'entreprise. J'essaye de lire d'autres questions. Ou déclarer...
J'ai une question. Où déclarer les produits provenant d'une fondation? Je comprends votre question. C'est-à-dire que la ligne 1 est perturbante. La ligne 1, elle est intitulée « Produits provenant des entreprises ». Il faut que vous compreniez que c'est entreprise au sens entité économique ayant dépensé de l'argent pour former ses salariés. Donc, le mot entreprise est perturbant parce qu'on a envie de se dire qu'une fondation ou une association de la 1901 ou une SCOP, c'est pas une entreprise. Alors, si c'est une entreprise pour le BPF. Donc, dès lors que vous avez une entité qui vous a payé, qui vous a facturé, qui n'a pas fait appel à son OPCO, qui n'a pas fait appel à son FAF, si c'est un médecin, il a formé sa secrétaire médicale, eh bien ce médecin, cette facture qu'il vous a faite, il n'a pas fait appel à son FAF, ou la fondation dont vous avez formé les salariés, qui n'a pas fait appel à son OPCO, vous les mettez en ligne 1. Entreprise au sens entité économique, secteur marchand ou non marchand, qui forme ses salariés. À l'exception, bien évidemment, du cas où vous formez des agents publics, parce qu'il y a une ligne spécifique lorsque vous formez les agents publics, que ce soit les agents de l'État, les agents d'un hôpital, les agents d'une mairie. Mais pour la fondation, je vous confirme que c'est la ligne 1. Sous-traitance. Concernant, j'essaie de lire quelques questions sur la sous-traitance parce que c'est quand même un point majeur de la réforme de notre BPF 2020. Alors, j'ai une question. Bonjour, enfin, bien sûr, les gentils m'ont dit bonjour. Un organisme avec un numéro de déclaration d'activité. Ça, c'est toujours la très grande question. Est-ce que moi, organisme de formé, quelque part, il n'est pas eu au BPF, mais je me permets d'y répondre rapidement. Lorsque vous faites appel en tant qu'organisme de formation à un sous-traitant, ce sous-traitant doit en principe être déclaré. Il doit avoir un numéro de déclaration d'activité. Sauf si vous êtes un CFA et que vous conventionnez, je vais remonter, je ne sais pas si c'est que vous conventionnez, la diapo que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un léger délai de latence entre le moment où je ne sais pas si ça va remonter, sauf que lorsque vous conventionnez, par exemple, en tant que CFA, avec un lycée professionnel, que vous lui sous-traitez l'intégralité de la formation pédagogique, le lycée pro n'a pas l'obligation d'avoir une déclaration d'activité. Mais hors les principes de conventionnement spécifique du CFA, le recours à la sous-traitance exige effectivement que le sous-traitant auquel vous faites affaire ait lui-même une déclaration d'activité. En revanche, on est d'accord, on vient de voir les évolutions de BPF. Ce que vous mettez, j'ai fait appel, moi, organisme, déclarant à un sous-traitant, lui, le sous-traitant, il va le mettre en « j'ai été le sous-traitant d'un OF ». On a forcément un traitement différent en fonction de qui est déclarant et qui ne l'est pas. Concernant... Alors, le cadre F de la sous-traitance comprend-elle le recours à un formateur sous-traitant? Le cadre F2, désormais, c'est effectivement le cadre où vous allez isoler vos sous-traitants. Vous isolez vos sous-traitants. Donc, il faut déjà bien les avoir identifiés, bien évidemment. Donc, pour vous répondre, oui. Est-ce qu'on a des questions un petit peu différentes? Question de Sylvie, on est bien d'accord qu'il s'agit d'actions de formation et non de conseil RH. Oui, bien sûr, c'est pour ça que dans le cadre C, on vous demande de bien préciser. Il faut que le BPF, il ne concerne que les 4 catégories, actions de formation, VAE, bilan de compétences, apprentissage. Si moi, entité économique, j'ai d'autres activités, ces activités n'émargent pas au BPF. Il faut donc qu'en comptabilité analytique, vous ayez bien suivi à la fois l'action qui entre dans le champ de la formation, telle que je vous l'ai dit, donc les 4 catégories, et votre activité de conseil qui n'émarge pas à la formation.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite... Bon, je crois que c'est tout. La certification... J'ai une question sur est-il pénalisant que ma certification pour obtenir Calliope intervienne avant la réalisation de BPF? Le problème n'est pas là, vous inquiétez pas, encore heureux. C'est juste que l'auditeur va vous demander le dernier BPF disponible. Vous lui produirez le BPF disponible. Donc, si s'il intervient par exemple en janvier 2021, vous lui produirez le BPF 2020 puisque vous n'aurez pas encore fait le BPF de l'année effectivement 2021. Ce n'est pas pénalisant, c'est le dernier BPF disponible. Alors, en cas d'oubli d'une formation, ça c'est pas inintéressant. Par exemple, réalisé par un sous-traitant, à quoi s'expose l'OF? Je souhaite vraiment vous rassurer. J'ai encore 5 minutes pour vous rassurer. Le BPF, c'est un outil qui permet de photographier le marché de la formation et de nous donner, de donner à l'administration la vision la plus claire possible de ce qu'est ce marché, de ce que vous êtes, les OF. C'est uniquement s'il y a fraude qu'en fin de compte, vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Mais un oubli, ce n'est pas une fraude. À vous de démontrer, bien sûr, que c'est un oubli. L'objectif, c'est que votre BPF, il soit le plus fidèle possible à votre réalité déjà comptable et pédagogique. Donc, un oubli n'est pas dramatique. En revanche, ce qui serait bien entendu tout à fait impensable, ce serait de frauder, c'est-à-dire au contraire de ne pas oublier une formation, mais d'en créer une fictive et de la faire émarger au BPF. Donc non, il n'y a pas de... Tant que vous n'êtes pas dans la fraude. Alors bien sûr, après, si vous avez d'un BPF à un autre, des évolutions de chiffres très importantes, ça peut, et bien entendu, poser des questions à la directe et puis la directe peut venir vous voir. Mais dès lors que vous avez tous les éléments comptables, les conventions de formation, les contrats et tout ce qui vous permet de suivre les éléments que vous avez portés au BPF, vous ne craignez rien. Il nous reste 3 minutes. Ai-je d'autres questions qui seraient apparues? Voyons voir si je remonte un petit peu. Alors, j'ai une question. Doit-on déclarer dans le BPF des formations qui ont reçu des fonds publics non fléchés pour de la formation? Alors, si je comprends, voilà, j'ai reçu je suis une association qui porte un OF, je fais mon BPF et j'ai reçu une subvention de fonctionnement. Non, subvention de fonctionnement, c'est pas la contrepartie, c'est certes un produit, mais il ne sera pas porté dans le BPF. Voilà, donc pour vous répondre, non, si j'ai des fonds publics qui ne sont pas fléchés pour formation, VAE, bilan de compétences apprentissage, ça n'émarge pas au BPF. On a un peu, voilà, on veut tellement bien faire qu'on fait mal, c'est-à-dire on veut tout mettre dans le BPF. Non, on doit mettre ce qui est en lien avec ce qui entre dans le champ de la formation professionnelle et uniquement dans ce cadre-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, bon, qui visiblement, j'ai un OF qui n'a pas de formateur salarié. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a des lignes qui vont être vides et qu'effectivement, vous mettrez 100% sur les lignes recours à la sous-traitance. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai une question de Christine. Si la première année fiscale, mon OF déclare 0 € de chiffre d'affaires, est-ce que mon OF risque de perdre son numéro de déclaration d'activité? Oui. Si vous n'avez pas eu d'activité, c'est un des motifs de caducité. C'est un risque. Est-ce que j'ai traité? Bon, je crois que j'ai traité le maximum des questions. Il est 14. Pour répondre à Caroline D, un particulier qui finance seul sa formation, je le mets en ligne
une. Non, si vous avez un particulier qui finance seul sa formation, vous avez signé avec lui un contrat de formation professionnelle. Et le contrat de formation professionnelle, je me saisis de il est en ligne 9. Hein, vous ne le mettez surtout pas en ligne 1. Ligne 1, c'est les entreprises. Hein. N'oubliez pas que quand un particulier contractualise avec vous, à ses frais pour acheter une formation, et vous le mettez en ligne 9 du cadre C. Là. Donc ça, c'est la même réponse pour Fabrice. Alors, oui, un CFA historique, même si vous avez eu de l'activité apprentissage, dans le cadre de ce que la loi à venir a appelé l'extension de l'offre ou la création de l'offre, c'est-à-dire que vous avez une partie convention régionale et une partie, quelque part, vous êtes dans le nouveau monde de la formation. Il n'empêche que le même texte vous donne la possibilité de respecter vos obligations réglementaires en matière de formation au 1er janvier, oui, c'est ça, au 1er janvier 2022. Donc non, vous n'y êtes pas obligé. J'ai envie de vous dire, c'est le moyen de tester, de voir un petit peu comment fonctionne le BPF pour uniquement ces contrats-là, puisque vous ne pourrez pas porter les contrats apprentissage dans le cadre de la région. Alors, en plus de l'apprentissage, la formation initiale classique doit-elle être inclue dans le BPF? Non. Le BPF, je le répète, c'est la formation professionnelle au sens large, contrat de pro, plan, etc. La VE, bilan de compétences, et pour la formation initiale, uniquement l'apprentissage. Si vous développez, vous êtes une grande école, vous avez des étudiants, ces heures de formation, les produits que vous touchez, n'émargent pas au BPF. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions principales écoutez, je vous remercie beaucoup une fois de plus au nom de Centre Info de votre fidélité à nos webinaires. J'espère que cela aura répondu à vos questions. Vous pouvez télécharger le diaporama. Évidemment, vous avez vu que je vous avais laissé aussi mes coordonnées courriel professionnelles. Si vous avez la moindre difficulté cette année pour remplir votre BPF, nous nous enrichissons aussi de vos questionnements. Et donc, n'hésitez pas à m'écrire donc à v.michelet@centreinfo.fr pour aller plus loin. Je vous remercie encore. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et bien, ce webinaire, bien sûr, est disponible en replay. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, à le réécouter et à me contacter par courriel. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir à tous.